Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'analyse les deux séries, à l'Est et à l'Ouest. Et j'en tire des leçons qui valent également pour les Los Angeles Lakers. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up. Je suis d'avis que les Lakers ont perdu, entre autres, parce que Luka n'était pas prêt, émotionnellement et physiquement. Les nouvelles sont bonnes. Le garçon se prépare déjà physiquement pour revenir plus fort l'année prochaine. Comme je vous l'ai dit dans une émission passée, il va participer à l'Eurobasket. Ça va le tenir en pleine forme. Attention à Luka, les gars. Attention. Je suis d'avis que les Lakers ont été éliminés parce que Luka était un high usage. Ça veut dire qu'à certains moments, toute l'équipe le regardait travailler. J'aime pas ce système-là. Même au OKC, qui a un système orienté vers une superstar, il y a du mouvement autour. Et puis surtout, au OKC, on va le voir dans cette émission, attaque avec deux flèches. On va en parler. Et quel est l'élément de compromission totale des Knicks de New York? On va aussi en parler. La surutilisation de Jalen Brunson et certains petits manques autour de lui. On va également en parler. Les Lakers ont été éliminés par les Wolves parce que il n'y a pas d'alternative. Parce que LeBron a laissé Luka faire. Parce que Austin Reeves a été dépassé. On sait maintenant qu'il avait une blessure assez grave. Ceci explique cela. Alors, il faut que ces playoffs que nous sommes en train de regarder puissent servir de leçon aux Los Angeles Lakers. Et on va expliquer précisément pourquoi OKC mène 2-0 et pourquoi Indiana mène 2-0. Pour moi, il y a un seul coupable commun. Le manque d'un deuxième meneur de qualité dans chacune des équipes qui sont menées 0-2. Nous allons en parler. Je regarde l'équipe de New York que j'ai donnée comme favori pour aller en finale. Et quelque part, je me sens mal pour Jalen Brunson. Moi, je trouve ça triste ce qui lui arrive. Non seulement le mec, il joue beaucoup, il doit prendre toutes les décisions sur le terrain, pratiquement en attaque. Il n'y a pas d'alternative. Et bien que j'aime bien les petites contributions de McBride en côté et de Cameron Payne lors du premier match notamment, il manque un élément de construction de jeu. Il manque un élément de prise en main du contrôle du jeu. Ça ramène à la dernière émission que j'ai faite sur l'apport du banc, où je vous ai expliqué en référence aux Lakers de 2020 l'utilité extraordinaire de Rajon Rondo, qui lorsqu'il monte au jeu peut créer, peut générer, peut soulager. Et New York n'a pas ça. New York n'a pas un deuxième ball handler. New York n'a pas quelqu'un d'autre qui est susceptible de générer de l'attaque, des situations offensives dangereuses. OG Anunoby, pour moi, il en fait trop. Et j'aime pas ça. J'aime pas des mecs qui n'ont pas l'habitude de faire un certain nombre de choses et qui, devant l'urgence, tentent des choses dont ils n'ont pas la maîtrise. J'adore sa défense, j'adore ce qu'il fait au rebond, mais je trouve qu'il se prend pour plus qu'il est en réalité. Josh Hart,
catastrophe de pouvoir attaquer avec Josh Hart sur le terrain. Je l'ai remarqué. Générer de l'attaque via Josh Hart, c'est une aventure pour New York. Il reste Bridges. J'aime bien ce qu'il est capable d'apporter. Mais c'est un garçon qui est de nature timide. Ce n'est pas un mort de faim. Et pourtant, New York a donné tellement d'assets pour essayer d'aller cueillir ce gars. C'est comme si on avait mis toutes nos ressources dans un role player. Un excellent role player. Un excellent role player. Mais ça reste pour moi un role player. Et alors, que dire de monsieur Karl Anthony Towns? Après 2 matchs, on se demande est-ce qu'il ne faut pas trader ce gars? Parce que d'erreurs hier soir. Que d'erreurs. Des close-out qui ne sont pas faits. L'espace qu'il laisse entre lui et les shooters, notamment Ben Sheppard, Miles Turner, et surtout l'assassin, le tueur à la machette, le tueur méthodique, le Camerounais Pascal Siakam. Les gars, j'ai envie de vous dire une chose aujourd'hui. Pascal Siakam est une superstar. J'en ai rien à faire. Je m'en fous. Vous dites ce que vous voulez, mais ce gars-là, il est exceptionnel. Il passe d'un rôle de role player à Toronto, champion NBA en 2019. Faut pas l'oublier. À côté de Kawhi Leonard, de Kyle Lowry, de Marc Gasol, belle équipe de basket. Et on oublie que Fred VanVleet était également dans cette équipe. On va en parler d'Indiana, mais je voulais mettre ça là. Je voulais placer ça là. Pascal Siakam est un tueur à la machette. Revenons aux Knicks. Karl Anthony Towns, Josh Hart, Mitchell Robinson, qui n'arrive pas à rentrer ses lancers francs. Tout ça, pour moi, aurait été marginal si New York avait un deuxième générateur d'action offensive, construite, positive, dangereuse. Et il se trouve qu'ils n'en ont pas. Pour moi, New York a un peu conçu selon le même système que les Lakers, avec un ball handler qui prend trop de responsabilités. En tout cas, on lui donne trop de responsabilités. Dans le cas des Lakers, c'est pas normal, parce qu'on a des alternatives. Ce que New York n'a pas. Il faut que les Lakers prennent cette série comme exemple des choses qu'il ne faut pas faire dans la construction du roster l'année prochaine. Mais parlons des Wolves maintenant. Les Wolves, pour moi, ne sont pas encore les loups qui nous ont mangé tout cru en 5 matchs. Les Wolves, pour moi, ne sont pas les loups qui ont mangé les Warriors, il est vrai, sans Steph Curry. Je suis d'avis que les Warriors auraient pu éliminer les Wolves avec Steph Curry. Mais on ne va pas refaire l'histoire, ce n'est pas le but ici. Je pars du principe que les Wolves souffrent d'une carence absolue. C'est une carence que j'ai pointée, souvenez-vous, lorsque j'ai fait la preview de la série contre les Lakers. Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'au-delà de Mike Conley et d'Anthony Edwards, il n'y a personne d'autre susceptible de générer des actions offensives construites, dangereuses, un peu comme ce que je viens de dire pour New York. Et quand, dans une série tellement physique comme celle d'OKC, où le ciblage de Conley est absolu, où il devient un non-facteur, ce que les Lakers n'ont pas pu faire de lui, malheureusement, eh bien, tout à coup, les Wolves sont en danger de mort. Parce que il y a tout à coup trop de responsabilités
sur les épaules d'Anthony Edwards, qui à la base est un excellent playmaker, un mec qui a progressé dans ce domaine, mais qui doit encore progresser. Ce n'est pas Shai Gilgeous-Alexander. Ce n'est pas Tyrese Haliburton. Il doit encore progresser dans ce domaine. Pour moi, au-delà du manque de grinta, du manque de colère de cette équipe des Wolves, il manque un ball handler. Du coup, Monsieur Anthony Edwards devient high usage Anthony Edwards. Et ça, pour moi, c'est pas la formule gagnante. Je le dis aujourd'hui, Minnesota est en danger d'être mangé. Parce qu'Indiana bénéficie de quelque chose de précieux. C'est son système. Son système n'est pas un système qui va mettre de la pression sur le meneur. Puisque, au fond, c'est un non-système qui consiste à pousser la balle vers l'avant et peu importe qui a la balle. Si c'est Ben Sheppard, eh bien la balle va aller vers l'avant. Si c'est Siakam, il va attaquer l'anneau. Nembhard, il est en train de faire des playoffs de fou. Il soulage beaucoup Haliburton en playmaking, mais aussi en shotmaking. Du coup, Indiana n'a pas ce problème qu'ont les Knicks. De telle sorte que hier soir, Indiana fait un bon match sans un apport exceptionnel d'Haliburton. Les gens peuvent critiquer Haliburton, qu'il n'a pas été clutch hier soir, etc. Il a déjà été 3 fois clutch dans ses playoffs. Faut pas pousser. Faut pas pousser. Mais surtout, Indiana n'a pas besoin qu'il le soit. Comme il n'est pas un meneur high usage dans le sens où il doit générer de l'attaque pour lui et pour les autres, il peut juste se contenter de gérer de l'attaque pour les autres. Il peut faire que ça. Lorsque vous regardez la feuille de match, c'est pas nécessaire de le voir à 30 points. Quand j'ai fait la preview de cette série, je vous ai dit ça. Pour moi, les joueurs autour sont très importants. Et d'ailleurs, je viens de le voir plus pour New York parce que Brunson a beau faire un grand match, s'il n'y a rien autour, il ne passe pas. Là où je pense dans l'autre série de l'autre côté, on a besoin des 2 superstars au top. À l'Est, j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Pour moi, la série de l'Est est une série de X-Factor. Ben Sheppard hier. Nembhard lors du match précédent. Miles Turner dans les 2 matchs. Obi Toppin dans le premier. Si New York ne génère pas un X-Factor déterminant, ils vont passer à la trappe. New York va passer à la trappe. Parce que la structure d'Indiana n'est pas du tout Haliburton dépendante. Elle est plutôt une structure éclatée avec plusieurs personnes capables de contribuer. Et ça suffit. Ça suffit pour qu'Indiana soit une équipe extrêmement dangereuse. Et pourquoi OKC n'a pas les mêmes problèmes que Minnesota? Comme je l'ai dit au début, ils attaquent avec 2 flèches. Regardez le jeu de Jalen Williams et le jeu de Shai Gilgeous-Alexander. Il y a énormément de similitudes. L'un est le jumeau de l'autre. Il y en a un qui est plus complet, mais les deux, l'un est le miroir de l'autre. 2 mecs qui sont capables de créer des situations d'isolation, de pénétration, de mid-range, d'efficacité au rebond, de défense, interchangeables. Ce que Minnesota n'a pas. Minnesota n'a pas ce que possède OKC. Et c'est là qu'on peut faire une comparaison avec les Lakers. Lorsque Luka est arrivé aux Lakers, j'imaginais notre équipe fonctionner un peu comme OKC, à savoir 2 mecs qui sont capables
d'attaquer, de créer, de scorer, de passer. LeBron et Luka. On a trop laissé la balance pencher du côté de Luka et pas assez du côté de LeBron. Du coup, on n'a pas ce one-two punch. On n'a pas cette alternance de domination entre deux joueurs qui sont capables de dominer chacun de leur côté, mais qui, s'ils ne le font pas, peut-être l'un devient redondant par rapport à l'autre. Et du côté de Kessie, on ne voit pas de redondance entre l'utilisation de l'un, Shai, et de l'autre, Williams. Ce qui fait en réalité d'OKC une équipe extrêmement dangereuse. Et c'est comme ça que j'avais envisagé les Los Angeles Lakers. En plus, avec un troisième ball handler qui est Austin Reeves, tout ça n'a pas fonctionné. On a basculé dans un high usage de Luka Doncic. Un Luka Doncic qui, de surcroît, était en surpoids. Je vous rappelle que dans les besoins des Los Angeles Lakers, selon moi, il y a un meneur organisé, froid, floor general, comme on appelle ça. Un Chris Paul, quoi. Un mec qui, lorsqu'il rentre sur le terrain, va continuer à organiser le jeu. Pas Austin Reeves, parce qu'Austin Reeves est un ball handler. C'est pas vraiment un meneur à l'ancienne. Je trouve qu'il nous faut un meneur à l'ancienne. J'ai parlé de Chris Paul. J'aurais pu dire, par exemple, Rajon Rondo à son prime. Mais je pense à un mec, Tyus Jones, je vous en ai parlé. Il était à Phoenix. La question, c'est est-ce que il peut défendre? Est-ce qu'il peut défendre? Parce que il est fondamental que ce meneur puisse défendre. Parce que quand il va rentrer en jeu, il va être dans le backcourt. Il faut qu'il tienne dans le backcourt. Et parfois, il peut être la substitution de Luka ou d'Austin Reeves. Donc, défensivement, il faut qu'il tienne. Parce que ce backcourt, Austin Reeves, Luka Doncic, défensivement, il n'est pas viable. Donc, je ne sais pas si les Lakers peuvent aller chercher quelqu'un dans un trade, mais il faut ce profil-là pour que on puisse dégraisser la surutilisation de Luka Doncic. Parce que je pars du principe que Austin Reeves, face à certains défenseurs, on ne peut pas lui laisser la responsabilité de l'organisation sereine de l'équipe. Et LeBron, je ne souhaite pas qu'il soit un organisateur de jeu parce que ça demande trop d'énergie. Donc, il faut un deuxième meneur. Il faut que Reeves soit un ball handler occasionnel, mais surtout un deuxième arrière. Voilà ce que j'ai appris de ces deux séries, à l'Est et à l'Ouest. 2-0, 0-2. À chaque fois, pour des équipes qui ont une diversité au niveau de l'utilisation de la personne qui organise le jeu. Voilà, c'en est terminé pour cette émission d'analyse des deux séries. À l'Est et à l'Ouest, deux équipes mènent 2-0. OKC, 2-0 face aux Wolves de Minnesota. Et Pacers, 2-0 face aux Knicks de New York. D'un côté, il n'y a pas encore de victoire à l'extérieur. Et de l'autre côté, il y a une équipe qui semble être trop forte à l'extérieur. Ce sont les Pacers d'Indiana. Est-ce que les Knicks pourront réagir lors du prochain match? Ce soir, c'est OKC face à l'équipe de Minnesota. Défaite interdite pour les Wolves. Quant à nous, on continue à regarder ces matchs avec intérêt parce qu'il y a tellement de choses à tirer pour l'avenir des Los Angeles Lakers. Je vous laisse en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne, que vous m'avez mis ce petit pouce bleu qui me fait tellement de bien, que vous avez partagé cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la connaître. Et surtout, n'oubliez pas de mettre vos commentaires dans la zone réservée à cet effet.
Par exemple, que pensez-vous de cette série à l'Est? Est-ce que New York peut faire la même chose du côté d'Indiana? Est-ce que c'est fini pour les Wolves? Et que pensez-vous de cette nouvelle de Luka Doncic qui s'entraîne déjà? Il s'entraîne pour un high usage de l'année prochaine. Mais en tout cas, les Lakers devront mettre du monde autour de lui. Allez, prenez soin de vous. Profitez bien des matchs. Ciao.